Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la toute première vidéo d'Ideact. Avant de commencer, petite présentation. Je m'appelle Johan et voici Fanny. On a créé notre association Ideact dans le but d'aller faire un tour du monde pour découvrir des éco-villages. Mais c'est pas fini! On veut faire ce voyage de manière alternative, c'est-à-dire sans argent pour manger, pour se loger ou pour nous déplacer à l'intérieur des continents. Problème, on est tout à fait novices dans ce type de voyage. En effet, pour tous les voyages qu'on a fait jusqu'à présent, que ce soit en France ou à l'étranger, on est parti en mode conventionnel, avec de l'argent. En somme, que des trucs banals et pas très excitants. Du coup, comme on est sûr de ne pas être les seuls à rêver d'aventure dans nos voyages, Eh bien on a décidé de se lancer l'aventure. Et plutôt que de le faire dans notre coin peinard, on a envie de le partager avec vous et de vous montrer nos premiers pas dans le voyage alternatif. et comme on a envie d'avoir des bases solides et de ne pas commencer n'importe comment, on a fait appel à une vraie professionnelle du voyage alternatif. J'ai nommé Annick Marie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Annick Marie, presque la seule sur internet. J'étudie l'autostop depuis plus de 10 ans. J'ai étudié le stop d'un point de vue académique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue... voilà, il y a des recherches de psycho, d'anthropologie qui ont été publiées, de criminologie. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'essaie de connaître et d'approfondir. Et puis je suis auteure chez Lonely Planet sur la Bible du grand voyageur. Qu'est-ce que le voyage alternatif? Et en général, quand on parle de voyage alternatif, c'est des alternatives au tourisme qui peut poser problème ou qui questionne le tourisme de masse, le tourisme polluant. Et au niveau de la Bible du grand voyageur, d'ailleurs, nous, on a un peu identifié des facteurs qui font en sorte que le voyage il est alternatif. Et j'ai nommé donc la lenteur, faire un voyage plus lent, prendre le temps de voir les paysages. C'est une alternative à l'avion, à d'autres moyens de transport ou des moyens de voyage très rapides où on consomme énormément. Il y a la sobriété, prendre le temps de connaître vraiment ses besoins. L'échange dans le voyage alternatif, c'est au cœur de la définition. L'optimisation, c'est-à-dire qu'il y a plein de ressources qui existent déjà. Alors ça, c'est une analyse un petit peu plus capitaliste. Il y a plein de ressources qui existent déjà, des maisons, voilà, on construit plein de logements pour les touristes. Mais en fait, il y a plein d'endroits où on pourrait déjà être logé ou nourri. Il y a plein de voitures qui se déplacent et dans lesquelles on peut prendre des places avec l'autostop. Il y a la démarche éthique, parce qu'on réfléchit à faire mieux, en fait, à moins causer de problèmes à travers notre présence et à travers le voyage aussi. Et puis un côté développement personnel, qui est un petit peu plus, on va dire, c'est une aventure et je suis ici pour apprendre et grandir en tant qu'être humain. Faut-il avoir des compétences de base pour se lancer dans ce type de voyage? Ouais, il ne faut pas forcément avoir des compétences de base, les compétences vont venir avec la pratique. Par contre, c'est vrai que commencer par l'avion stop, la récup de nourriture, monter dans des trains de frais, du jour au lendemain sans argent, dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise aucune des langues, c'est du niveau plutôt extrême ou expert. Ok, donc pour avoir les compétences qu'il faut s'entraîner à petite échelle. C'est ma suggestion. Après, je suis consciente qu'il y a pas mal de gens qui vont fonctionner différemment, qui préfèrent se lancer à fond. Moi, je vais prôner en fait le côté de l'aventure locale, c'est-à-dire on fait des premiers essais chez soi. Quelles sont les étapes du coup de préparation avant de se lancer dans un voyage alternatif? Dans le voyage alternatif, il y a les gens qui sont à l'arrache, et il y a les planificateurs aussi, et c'est pas incompatible. Il n'y a pas vraiment de grandes étapes, c'est des expérimentations, le voyage alternatif, comme tous les voyages selon moi. Donc c'est vrai que quand on essaie de préparer un voyage, on va essayer de s'informer un petit peu, probablement, essayer d'éviter les faux pas, essayer de contacter des gens sur place. Comme on veut favoriser la rencontre dans le voyage alternatif, on va essayer de se faire des liens, de tisser des liens rapidement, que ce soit par le choix des techniques de voyage qu'on va faire ou par la préparation en amont. Contacter des gens et puis prendre le temps, vraiment dire ok, si je fais une planification, ça demande plus de préparation, ça demande des fois d'apprendre la langue, ce qui peut se faire sur place, mais on tirera plus parti dans ces séjours-là, des interactions, des rencontres, si on a déjà un peu plus de préparation auparavant. Si tu pouvais faire un saut dans le passé et rencontrer la jeune Annick Marie que tu étais au début quand tu as commencé le stop, quel conseil tu lui donnerais? Je pense que je dirais de se lâcher, quoi, d'être un peu moins craintive. Moi, avant d'être une globe stoppeuse, le nom de mon blog, j'étais une globe peureuse. J'étais le genre de personne qui a vraiment peur de faire des faux pas tout le temps. Et je suis encore un peu comme ça, même si on me dit « Ah, mais
t'es très expérimentée, voilà, t'es la grande globe-stoppeuse, bon voilà. Mais en fait, à chaque fois que je fais un truc pour la première fois, j'ai une angoisse totale. Et même, je dirais, à chaque fois que je retourne faire du stop, la première voiture, tant qu'elle s'est pas arrêtée, je me demande ce que je fous là, en fait. Nos craintes, elles sont pas forcément des craintes rationnelles, en fait. On a des craintes qui nous appartiennent, on a les craintes qui sont projetées des gens comme nos proches, nos parents, nos amis, mais là, mais toi, mais... Et là, on finit par les absorber un petit peu, ces craintes-là, à se dire, ouais, mais c'est vrai, en fait, je devrais peut-être avoir peur de tel truc. Et il y a la société qui nous dit, ouais, une meuf, ça ne doit pas faire ça, les jeunes, vous foutez rien. Voilà, il y a plein de craintes qui viennent de l'extérieur. Et à un moment donné, on se retrouve face à cette crainte tout seul, en fait, et il faut faire un choix. La crainte qui nous donne une information sur la réalité, elle est vraiment importante. Mais la crainte qui est irrationnelle et qui nous bloque, elle, il faut la dissoudre. Quelles sont les précautions à prendre justement pour éviter les risques quand on fait du stop? Alors, je vais distinguer le risque et le danger. C'est-à-dire que les dangers, il y en a tout le temps. Des dangers comme la route qui est une source de danger, les véhicules en mouvement, précisément dans le cas du stop. Et après, il y a le risque. Le risque, c'est une analyse un petit peu de à quel point est-ce que la source de danger pourrait m'affecter. Donc, en général, quand on prend le volant, par exemple, si on conduit, on va dire, bon, bah, je prends un risque, oui, j'ai une source de danger, je suis dans une source de danger, il y en a plein que je vais croiser. Voilà, on va diminuer les risques en regardant quels sont vraiment les trucs qui sont plus risqués. Voyager seul, c'est plus risqué. Voyager le soir, c'est plus risqué. C'est pas les mêmes gens qui sont sur la route qui vont nous prendre en autostop le soir que ceux qui nous prennent en journée. Voyager en tant que femme, par exemple, être une femme, c'est s'exposer plus au risque de harcèlement et au risque d'agression sexuelle. En même temps, exister en tant que femme, c'est s'exposer plus au risque d'harcèlement. Et... Si on veut diminuer les risques, on va avoir tendance à voyager avec quelqu'un d'autre, à voyager plus en journée, éviter l'alcool notamment. Du coup, tu as parlé de la distinction qu'on soit une femme ou un homme. Donc, est-ce qu'il faut se préparer différemment quand on veut faire un voyage alternatif, selon qu'on soit justement une femme ou un homme, ou alors selon qu'on s'apprête à voyager seul ou à plusieurs? Selon qu'on soit une femme ou un homme, je ne crois pas. Les priorités vont changer, peut-être, mais la préparation mentale, faire face à ses propres limitations, apprendre, préparer son voyage, ce sera grosso modo les mêmes. À l'époque, on a écrit donc, la Bible du Grand Voyageur avec Nance Massé qui fait donc, Nuit et culottée, et puis Guillaume Charouin, un autre de ses copains. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait un chapitre sur le voyage solo ou un chapitre sur le voyage à plusieurs? Qu'est-ce qui est le voyage un peu par défaut? Et du coup, les gars m'ont dit, mais en fait, le voyage solo, c'est la base. Le voyage à plusieurs, on monte le niveau d'une certaine façon. Peut-être que la sécurité est moins une préoccupation première, mais le voyage à plusieurs demande le soin de la relation, demande une très bonne communication, demande des efforts aussi très concrets, délibérés pour aller faire la rencontre d'autres personnes, parce qu'on a tendance à fermer le cocon un petit peu. Tu as coécrit la Bible du Grand Voyageur, comme tu nous as dit. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce livre, du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? La Bible du Grand Voyageur, les astuces indispensables pour voyager plus, mieux avec moins. Mieux plutôt que plus. On y trouve des astuces qui sont liées à des techniques de voyage alternatif. Donc c'est pas un voyage, c'est pas un guide qui vous dit où aller, c'est un guide qui vous dit comment y aller, une fois sur place où dormir, comment on peut aller dormir chez l'habitant, comment on peut se faire inviter, camper dans la nature, camper dans la ville, récupérer de la nourriture, cuisiner sur la route. Donc se loger, se nourrir et s'héberger, se faire héberger. Et puis après, toute la préparation de voyage, la sécurité, la santé en voyage, tout pour un voyage plutôt à long terme, plus de 3 semaines en général. Merci beaucoup. Avec plaisir.